Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc ne manque pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà. Et je tiens à rappeler ici là que les gens m'ont raconté leur expérience, c'est pas facile. Encouragez-les en laissant un like, en laissant des commentaires. Je vous assure, ils lisent vos commentaires et beaucoup apprennent de vos contributions dans les commentaires. C'est vraiment important, s'il vous plaît, laissez des commentaires. Donc, on va passer à la première histoire. Donc écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir la team DMG. DMG, je viens ce soir pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Voilà, donc je vous écris comme ça du Burkina Faso. Un jour, je suis sortie aller rendre visite à ma grande soeur qui habite un autre quartier que nous. Voilà. Et je suis restée là jusqu'à vers 21, autour de 21h. J'ai démarré ma moto pour rentrer à la maison. Et pour rentrer chez moi à la maison, je précise que il fallait traverser un barrage. Voilà, pour ceux qui connaissent Ouagadougou, quand je dis le barrage de Kangé, voilà, le barrage numéro 3. C'est le barrage numéro 3 que je devais traverser pour rentrer chez moi. Voilà, donc il y a un grand pont. Donc, j'ai démarré ma moto, je suis arrivée au niveau du pont là. Je suis montée sur le pont, je commençais à rouler juste à la sortie du pont. J'ai vu une jeune dame qui a soulevé la main. Ma chérie, quand elle a dit ma chérie, aussitôt, j'ai freiné en même temps et puis m'arrêté. Et chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Moi-même, ça m'a étonnée après, quand je revois la scène. Voilà, j'ai freiné en même temps et je me suis arrêtée. Et elle est arrivée à mon niveau. Bonsoir ma chérie, est-ce que tu peux m'aider? Je veux aller vers l'hôpital Yalagado. Bon, mais je n'arrive pas. Bon, je ne sais pas comment faire. Comme c'est la nuit, il n'y a pas de taxi. Moi, je n'avais pas l'habitude de prendre les gens en autostop, surtout quand c'est la nuit. C'est ce que je détestais. Mais bizarrement, j'ai dit à la dame, j'ai dit ok, j'ai dit monter. Elle est montée. Quand elle est montée, les GMB, on dirait que sur le champ, on dirait qu'on a mis une tonne de ciment sur la moto avec moi. Je ne pouvais plus aller. En fait, la moto était devenue lourde comme ça. J'avais à peine de... Mais pourtant, les motos scooters chez nous, c'est reconnu. C'est des motos qui sont vraiment, qui font la vitesse. Voilà, c'est des motos qui font vraiment la vitesse. Les scooters chez nous ici, là, c'est des scooters, c'est des motos vraiment qui filent. Donc, je tire la moto. Je tire, aïe. Bon, mais j'étais là, je roulais comme ça seulement. Mais où elle m'a dit de la déposer ou où je l'ai pris là, c'est quelque chose. Hein. Si on va vraiment calculer là, ça ne vaut même pas 1 kilomètre. Et j'étais là, je râlais comme ça sur la route. DGMB, quelque chose qui ne valait pas 1 kilomètre. J'ai pris la route. J'ai fait de 21h jusqu'à 22h30. Quand j'ai déposé la bonne dame, j'ai regardé mon téléphone comme ça. Il était 22h30. J'ai dit, hein, Kabako. Et quand elle est descendue, moi j'ai ralenti, j'ai dit, madame, j'ai dit, ici c'est bon. Elle dit, oui, c'est bon. Elle est descendue. Quand elle est descendue de la moto, elle m'a dit que, ma chérie, il ne faut plus rouler comme ça la nuit. Hein. Quand tu roules la nuit comme ça, là, il faut que je cherche quelque chose pour te protéger. Et puis j'ai dit, comment ça? J'ai dit, je dois chercher quoi pour me protéger? Que non, tu dois mettre au moins du citron ou bien de l'ail dans ton sac. Que toi, tu roules comme ça seulement sans rien sur toi. Quand elle a dit ça, quoi, j'ai tiqué. Et j'ai dit, attends, que c'est pas prudent, hein? Et puis j'ai dit, mais attends, toi, tu étais arrêté à côté du pont, là.
à 21 heures seule, en tant qu'une femme. Et moi, j'étais à moto, je roulais à moto, je me suis arrêtée, toi, tu prends, qui étais arrêté piéton là. Et puis toi, tu dis que moi, je ne suis pas en sécurité. Et de surcroît, tu sais que je n'ai pas citron dans mon sac, je n'ai pas l'ail dans mon sac. J'ai dit, hein? J'ai dit, sur le champ là, quoi, j'ai eu froid comme ça. Et elle m'a dit, qu'il ne faut plus faire ça, hein. Prochainement, tu mets du citron ou bien de l'ail dans ton sac. D'accord? J'ai dit oui, ma chérie. J'ai dit vraiment merci beaucoup. Et je vois encore l'image. Elle a traversé le goudron pour aller de l'autre côté. Quand elle traversait le goudron, elle courait. Elle courait genre. Et puis, quand je t'ai arrêté, c'est comme quelqu'un, le goudron la tapait quand elle courait là. J'ai dit, aïe. C'est comme un âne qui est en train de courir sur un goudron, quoi. Et puis moi, j'ai dit, aïe, j'ai dit, ça, c'est quelle manière de courir, ça, là, encore. Mais j'avais froid comme ça. Et arrivé derrière, quand elle a pu traverser la voie, elle a soulevé la main, que bye bye. Et moi-même, je l'ai fait bye bye. C'est venu dans ma tête maintenant. J'ai dit, hey, elle, là, elle n'est pas un être humain. J'ai dit, Seigneur, qui m'a envoyé ici. Seigneur. J'étais sur la moto. J'étais en train de trembler comme ça. Je tremblais comme ça. Hein? C'était en mois d'avril. Hein? C'est en avril ici chez nous là. Quand on dit chaleur là, c'est son vrai, tu vois. J'ai roulé comme ça. J'ai roulé jusqu'à la maison. Quand je suis arrivée devant le portail, j'ai cogné le portail. Tim! Et puis, je suis rentrée en fait avec la moto devant même là, devant la moto là même, le truc là est cassé carrément, le capot est cassé. Je suis allée tomber dedans comme ça, dans la cour. Ma maman a couru, sorti, mes soeurs, mes grands frères, ils ont couru. Il y a quoi, il y a quoi? Je ne pouvais même pas parler, je tremblais comme ça. Et je suis allée, on m'a relevé, je suis allée m'asseoir. À un moment donné, ça allait. Je me suis retrouvée un peu. Et là, j'ai commencé à raconter l'histoire à ma maman, tout. Et elle m'a dit que non, sûrement, c'est pas un être humain, mais elle t'a pas fait du mal. C'est déjà bon. Mais ça, là, j'ai passé 2 jours comme ça. Quand je me couche comme ça, là, je revois la scène, là. Je revois la scène, là, comme ça me... ça m'a traumatisé un peu, hein. C'est pas qu'elle m'a fait quelque chose, mais le fait qu'elle ait su que je n'ai pas de citron dans mon sac, je n'ai pas quoi dans mon sac, et c'est toi qui me donnes ces conseils, et toi-même tu me dis que de toute façon j'étais en train de rouler, c'est dangereux, c'est quoi. Ah! J'ai confirmé que dehors là, le dehors là vraiment c'est menaçant, hein. C'est vraiment dangereux, surtout les nuits. Donc je vais dire, la morale de l'histoire ici, c'est que on doit vraiment faire attention parce qu'on ne sait pas qui on croise. On ne sait pas qui on croise la nuit, surtout autostop là. Tu ne sais pas qui tu vas prendre. Moi, j'ai pris quelqu'un et après, j'ai vraiment, ça m'a vraiment fatigué après. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un être humain, mais voilà, c'était comme ça. Voilà, ok, merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, laissez vos impressions en commentaire. On va passer à la deuxième histoire. Alors, bonjour ou bonsoir à la communauté DMG. Bonjour DMG. Donc, je suis là pour une nouvelle histoire. C'est une histoire qui m'a été racontée quand j'étais encore au lycée. Ça date d'être 7 ans. 7 ans, c'est une vieille histoire. Mais j'ai écouté une histoire sur ta chaîne dernièrement qui m'a fait penser à cette histoire-là. Donc c'est pourquoi j'ai décidé aussi de la raconter pour davantage sensibiliser les uns et les autres. Et surtout les mamans qui ont le gros cœur là. Parce que je dirais c'est l'histoire d'une jeune fille qui est décédée. Mais pour moi, je dirais à cause de sa mère. Donc, l'histoire débute c'est une jeune fille
une jeune fille très belle, je dirais. C'est une jeune fille qui rentrait de classe avec ses camarades, bien sûr, quand elles se sont séparées. Il y a donc un monsieur, bref, une voiture qui suivait la jeune fille de loin. Quand elle s'est donc séparée de ses camarades, la voiture s'est donc approchée et s'est arrêtée. C'est comme ça que, parce qu'il y avait un monsieur au volant et une dame, apparemment sa femme, à ses côtés. Donc quand la voiture s'est arrêtée, la dame a donc appelé la jeune fille. Ah bon, je donnerai à cette jeune fille le nom de, je sais pas trop, Marilou. Marilou, voilà. Ou bien non, Lucia. Marilou, c'est un peu long, Lucia. C'est comme ça, quand la voiture a donc garé, la madame dit, mademoiselle, approchez s'il vous plaît. C'est comme ça qu'elle approche. Bonjour, Lucia. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur et tout. Comment tu vas, ma fille? Non, je vais bien. Et vous-même? Tu restes dans les environs? Elle dit, oui, ma maison est juste là derrière. Waouh, tu ressembles drôlement à notre fille qu'on a perdue, notre unique fille qu'on a perdue. Ça fait 2 ans de cela. Te voir comme ça, depuis qu'on nous sommes en train de te suivre depuis là, parce que vous êtes identique à notre fille qu'on a perdue. Et vraiment, le fait de vous voir comme ça nous a fait énormément plaisir, ça nous a fait beaucoup de bien. Mais bon, nous sommes juste de passage dans cette ville et ça nous a vraiment fait plaisir de voir quelqu'un qui nous fait penser tant à notre fille comme ça et tout. Demander est-ce qu'elle vit encore avec ses parents et tout. Elle dit non, elle a perdu son papa, mais elle est là avec sa mère et ses frères. Bref, ils se sont échangés beaucoup de trucs. Bon, en remerciement, la famille, le monsieur et la dame a donc remis une somme de 500 000 francs par reconnaissance, parce que vraiment, ça les a tellement fait plaisir de voir quelqu'un qui ressemblait encore à leur fille et tout ça, le temps qu'elle les a accordé et tout. Donc le monsieur a donc remis la carte de visite. Genre, on ne sait jamais quoi, si il y a des problèmes et tout ça, qu'elle n'hésite pas et tout et tout. Elle est donc arrivée à la maison avec cette 500 000, expliquée à sa mère. Waouh, sa mère, les mamans avec les gros yeux. Ouh, ma fille, waouh, 500 000 comme ça, genre, juste parce que tu ressembles à quelqu'un, à leur fille et tout et tout. Non, 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 tu dois encore appeler ces gens. Tu dois encore appeler. Le monsieur t'a donné sa carte. Tu dois encore appeler le monsieur. Tu lui dis que l'argent là, on a utilisé ça. On a utilisé ça et tout et tout. Ton petit frère était malade. À la maison, il y a eu les inondations. Il y a eu ci, il y a eu ça. Tu vois qu'on est encore dans de graves problèmes. Si le père là peut encore t'augmenter quelque chose. Et tout et tout. Donc c'est comme ça, je pense, une semaine s'est écoulée. Elle a donc rappelé le monsieur. Allô monsieur, c'est elle, c'est Lucia, vous vous souvenez de moi, la fille que vous avez rencontrée dernièrement qui ressemblait identiquement à votre fille là et tout et tout. Ah, le monsieur dit, ah Lucia, comment tu vas? Non, je vais bien et tout. Est-ce qu'on peut se rencontrer monsieur, j'ai un grave problème et j'aimerais vous en parler et tout et tout. D'accord, il n'y a pas de souci, on se rencontre dans un tel endroit. C'est comme ça, elle s'est arrangée avec sa mère et tout. Le jour J, elle est donc partie. Sa mère, en partant, sa mère lui a dit, il faut vraiment rentrer avec beaucoup d'argent, ma fille. Parce que comme tu me disais, ils sont de passage. Peut-être après là-bas, ils vont rentrer dans leur pays et tout. Donc, prends au max d'argent que tu peux. C'est comme ça que Lucia est donc partie au rendez-vous. Elle a raconté l'histoire au monsieur. C'était dans un hôtel. Mais sa femme n'était pas là. Ils se sont donc rencontrés là-bas. La femme Lucia a expliqué, oh mon petit frère est malade, l'argent même que vous m'avez donné dernièrement, ça a servi juste pour le soigner, mais ça n'a même pas suffi. Entre-temps, la maison est en train de s'écrouler. Expliquer tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. Le monsieur dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu auras donc besoin de combien pour gérer tout cela? Elle dit qu'elle ne sait pas, qui donne ce qu'il a. C'est comme ça que le monsieur lui a donc remis 700 000 de plus. J'espère que ceci vous aidera. Elle dit, ah, oui, je pense, machin. Le monsieur dit, en tout cas, si tu as besoin de plus,
je peux juste te donner une petite condition et je double la somme d'argent si ça ne te dérange pas. Lucie a dit la condition c'est laquelle. Il dit mais bon, étant donné que tu ressembles beaucoup à ma fille, je ne peux pas dire que je vais coucher avec toi. Parce que si je le fais, ça sera un peu comme si j'étais en train de le faire avec ma propre fille. Donc je vais juste déféquer sur toi et tu vas aller te laver et tout. Je vais donc arrondir les 700 000 à 1 500 000. Est-ce que ça t'arrange? Lucie a dit juste ça, vous allez juste ça. Il dit oui, juste ça. Il n'y a aucun problème. Elle dit d'accord, ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'ils sont donc allés. Il a fait ses sales besognes là sur elle. Et après, elle allait se doucher correctement et bien. Elle a donc pris son argent, 1 500 000. Elle est donc sortie de l'appartement, de l'hôtel et tout. C'est comme ça qu'elle arrive donc en route. Elle stoppe un Ben Skinner. Le Ben Skinner, elle est montée. Le Ben Skinner a un peu roulé, peut-être 50 mètres. Mais le Ben Skinner hume quelque chose. Il sent hyper mauvais. Le Ben Skinner dit, maman, vous n'avez pas piétiné les cacas là par hasard, ou bien, je ne sais pas, vous vous êtes assise quelque part où il y avait des cacas et tout. Il dit non, comment ça? Le Ben Skinner s'arrête. Elle descend, elle vérifie ses chaussures, tout, il n'y avait rien. Mais le Ben Skinner dit, vous sentez énormément. Je ne sais pas si c'est toi ou si tu as seulement piétiné quelque chose, ou si tu as fait tes selles, tu ne t'es pas bien nettoyé, mais tu sens drôlement mauvais. Bon. Moi, je ne sais pas si elle-même elle lui cette odeur et tout, je ne sais pas. Mais le Ben Skinner a quand même supporté et il l'a laissé à la maison, laissé à son entrée. C'est comme ça que même en descendant, elle a l'impression que les mouches sont en train de la suivre et tout, mais c'était vraiment grave. Elle arrive à la maison maintenant, sa mère, mais ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle marchait comme ça en paniquant, elle pleurait même, elle avait l'argent dans son sac. Elle arrive à la maison, elle sent, elle commence à pleurer. Maman, tout le monde me dit que je sens. Au fur et à mesure, étant dans la cour, elle pleure déjà. Maman, on me dit que je sens. Au fur et à mesure qu'elle avance, sa mère hume vraiment. Mais elle était drôlement en train de sentir. Sa mère dit, mais ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombée dans les cacas en route, tu as piétiné quoi? Et tout. C'est comme ça qu'elle explique l'histoire à sa mère du début à la fin. Sa mère dit, mais et ce n'est que ça qui est en train de te faire sentir comme ça. Sa mère dit, elle a bien expliqué qu'il m'a donné 700 000 et tout. Et quand je voulais partir, il m'a donc proposé, comme je m'ai demandé de rentrer avec le max d'argent que possible. C'est pourquoi j'ai accepté. Sa mère dit, non, ma fille, il n'y a rien de grave. Tu as bien fait de rentrer avec cet argent-là. Il faut juste bien te doucher et tout ça. Peut-être en te lavant là-bas, tu n'as pas bien fait, va aux toilettes. Et lave-toi bien. Elle est partie, elle s'est lavée, elle s'est brossée, elle a tout fait. Mais jusque-là, elle ne faisait que sentir. Mince. La mère pris de panique l'amène à l'hôpital. Mince. C'est quoi comme ça? En arrivant à l'hôpital, l'endroit où il avait dépiqué sur elle était déjà en train de se dégrader. Elle se décomposait déjà. Le corps, elle ne faisait que sentir. C'est comme ça que finalement, Lucia est décédée. C'est comme ça que finalement, Lucia est décédée. Non. Elle a pourri jusqu'à mourir. La mère a tellement regretté. Elle chantait partout. C'est à cause d'elle que sa fille est morte. Oh, les longs yeux. Si elle s'était juste contentée de cet argent-là, c'est que sa fille devait encore être là aujourd'hui. Voilà, elle a envoyé sa fille. Finalement, sa fille est morte. Elle s'est envolée, mais bon. Lucie n'était plus là. Elle était déjà partie. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Donc, la morale de l'histoire, chacun tirera sa morale. Mais je dirais juste vraiment... apprenons à nous contenter de ce qu'on a. Vraiment. Apprenons cela. Il y a des âmes de bonne volonté. Si elle avait pris cet argent pour la première fois, avait géré les problèmes et tout, parce qu'il y a des gens comme ça qui ont un bon cœur et tout, et était restée tranquille. Mais sa mère l'a poussée de faire ci, de faire ça. Voilà. Finalement, elle est partie. Bref, c'est juste pour sensibiliser les uns et les autres par rapport à comment le dehors se passe. Les choses vont vraiment très mal. Le dehors est vraiment mauvais. Donc, merci DMG et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À la prochaine pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG TV. Je suis vraiment ravi pour
pour cette opportunité, pour que chacun de nous puisse se refouler. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé et aussi qui continuent de se passer. Je suis un jeune Ivoirien venant du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, bien précisément Bongouanou. Dans l'environnement du Bongouanou, mon village est dans l'environ. L'histoire se passe quand j'avais l'âge de 8 ans, 9 ans. C'était un samedi soir que on a joué comme des enfants, on a joué sur la pleine lune, on a joué vraiment et puis bon, chacun de nous allait se coucher. Mais je voulais préciser aussi que j'avais aussi certains cauchemars quand j'étais un peu plus petit, des cauchemars qui, à chaque fois, moi et mes amis, on prenait ça comme pour des amusements. Je vais dire, ah, aujourd'hui j'ai vu l'homme avec la tête d'un bœuf, l'autre avec la tête d'une gazelle, que je les ai frappés. Certains, je me suis envolé, je me suis débarrassé d'eux. Certains, je me suis caché, mais je les ai vus me chercher. Mais ça persistait, à chaque fois, ça persistait. Donc ce jour-là, la nuit, on a joué aux environs de, je peux dire, 21h, 22h, en allant 23h. On a bien joué, on allait se coucher. Et aussi, on avait un grand cousin qui était là. Et nous, les enfants, on s'était donné rendez-vous que le lendemain, on va aller cueillir des mangues au champ. Donc, on s'était donné rendez-vous comme ça. Donc, dans la nuit, je dormais, j'ai vu que on était y allé dans le rêve et un bœuf nous a poursuivis. Et le bœuf nous a poursuivis jusqu'à ce que on fuit. On se cache quelque part, le bœuf nous a cherché, il tournait, il est rentré dans le village plutôt. Et puis, nous aussi, on a commencé à suivre le bœuf. Après ça, le bœuf a disparu. Ça, c'était dans le rêve. Et soudainement, je me suis réveillé. Je vois qu'il était le matin. Comme prévu, on s'était donné rendez-vous pour pouvoir y aller. On a pris nos petits bagues, petits lance-pierres, tout ça. Bon. On s'est allé. À notre retour du champ, on descendait à une colline. On avait vu l'herbe qui bougeait sur notre côté droite. C'est ça que j'ai interpellé, parce qu'en partant, je les ai expliqué le rêve. Et on a ri de ça, et puis bon. Et je les ai interpellés que exactement ce que j'ai vu dans le rêve, c'est ce qui les entrevoient. Dire, oh, toi, tu es une hallucination. Il dit, attendez, si on arrive à leur niveau, au niveau où l'herbe est en train de se cuire, on n'est qu'à enlever notre sandal, notre slipper, tout ce qu'on a porté. On n'est qu'à enlever et puis on n'est qu'à courir. Sinon que je pense que c'est le même genre de rêve que j'ai fait là, qui est en train de se réaliser. Et c'est le rêve que j'ai fait le samedi nuit au dimanche. Et c'est le dimanche matin qu'on est allé cueillir des mangues. Je veux préciser. Et excusez-moi aussi pour le français et puis bon, pour aussi l'anglais qui rentre un peu dedans parce que je vis présentement au Nigeria. Je vis présentement au Nigeria et puis bon, c'est un peu chose, je suis un peu désolé, pardonnez. Donc, arrivé au niveau où l'herbe bougeait, on a commencé à courir. Soudainement, on voit le bœuf en train de nous poursuivre. Et comme il y a un tournant, on a commencé à passer sur le tournant.
Mais il y a une rivière, une petite rivière que nous, bon, quand la rivière un peu truc, on partait pêcher, tout ça. Et on a vu que le bœuf même a contourné, c'est-à-dire qu'il a passé devant nous. Il est rentré où il y a la rivière. Il a dit, mais ici, il y a la rivière, comment un bœuf là va pouvoir passer? Avant qu'on arrive là-bas, bœuf est déjà là-bas, est déjà arrêté au bout. Il a fait sortir un peu sa tête et on voit sa tête. Et les oreilles brillaient comme s'il y avait des lumières dans ses oreilles. Dans le grand frère qui était devant nous, il y avait une petite voie à notre gauche là. Il a couru, il est rentré sur la voie. Il s'est caché quelque part là. Nous aussi, bon, nous les deux plus petits, mon nom c'est Quentin à l'époque et mon ami, son nom c'est Amani. Et le grand frère en question, c'est bon, son nom un peu m'échappe un peu. Donc c'est comme ça, quand nous on a cru que le grand frère a continué, donc nous on a continué, le bœuf aussi a continué derrière nous, nous poursuivre. On allait, on a grimpé un arbre. Et il paraît que quand c'est un esprit ou bien un homme qui se transforme en un animal qui vous poursuit, vous veut du mal, si vous grimpez un arbre, il ne peut pas vous regarder par en haut. Mais on voit que le bœuf est en bas de nous, il tournait en bas de l'arbre, mais il ne pouvait pas regarder en haut, mais il tournait en bas de l'arbre. Et le grand frère en question, lui, il s'est caché à côté là, donc le bœuf n'a pas remarqué. Et bon, on sait que le bœuf, peut-être que c'est moi il poursuivait, ou bien bon, il sait, bon, parce que dans le rêve, c'est moi il poursuivait. Donc, le grand frère a crié il a crié mon nom, il a crié le nom de l'autre que lui s'en va parce que le village n'était pas trop loin. Et il a commencé à courir pour partir. Et le bœuf aussi l'a suivi. Et on était en haut de l'arbre, on voyait le bœuf. C'est comme ça, discrètement, on est descendu, on suivait le bœuf. On voit que le bœuf, il y a un petit pont avant de rentrer dans le village. Le bœuf a traversé le pont. Nous aussi, on est venu, on a traversé le pont. On a vu le bœuf aller dans le coin où nous, on aime s'amuser, sur notre terrain. Donc, on suivait. Il y a une maison, une grande maison qui était là. Donc, le bœuf a passé à côté de la maison. Et j'ai dit à l'autre, il faut passer comme ça. Moi aussi, j'ai passé comme ça. On va se croiser, on va voir c'est quel genre de bœuf ça. On était petits, mais on avait peur, on était aussi courageux. On a pris notre lance, puis on a mis les cailloux dedans. Donc, on était prêts. On s'est dit qu'on peut aussi, parce qu'on est déjà dans le village. Donc, c'est comme ça. Il est passé sur le côté, je suis passé sur le côté. Jusqu'on s'est croisé, on n'a pas vu de bœuf. Si le bœuf est rentré dans la maison, si c'est volatilisé, et si c'est passé, on n'a rien compris. Donc c'est comme ça, les choses arrivent aux gens et puis bon, malheureusement on n'a pas de réponse. En ce moment j'avais 8 ans. Dommage que je ne pouvais pas en parler parce que je savais que les choses comme ça, bon, on prenait ça en amusement et on causait entre nous les enfants. On n'arrivait pas aussi à approcher les grandes personnes parce que à cause du trop de respect dans les villages, il y a des choses que tu ne pouvais pas t'hasarder à faire. Donc c'est là l'histoire s'est terminée. Mais j'ai beaucoup d'histoires et j'ai beaucoup de choses me concernant à dire. Merci. Mon nom c'est Quentin, venant de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour ou bonsoir DMG et à toute la communauté DMG d'ici et d'ailleurs. Je reviens avec une deuxième histoire intitulée Le retour des poules. En effet, il s'agit d'un petit problème qui s'est passé dans les années 97-98. À l'époque, les outils d'information téléphonique n'étaient pas encore d'actualité comme aujourd'hui. Mais avant de commencer la petite anecdote, j'aimerais demander à
tous les internautes du monde de liker, de partager et surtout de laisser un commentaire car leur commentaire permettra de sensibiliser bon nombre de la communauté et beaucoup d'entre nous à travers le monde. L'histoire s'est déroulée à Yaoundé au Cameroun. Il y a de cela plus de 20 ans aujourd'hui. Nous sommes dans les années 97-98. C'est un monsieur qui s'était fait acheter un terrain dans un quartier populaire de Yaoundé dont je vais taire le nom. À l'époque, tout n'était pas encore modernisme, il n'y avait pas encore des canaux SAT et tout. À l'époque, on utilisait les antennes paraboliques, les téléphones fixes, les magnétoscopes. Pour ceux qui ont eu l'habitude de regarder les films vidéo et tout. Bon, un monsieur, c'est-à-dire à l'époque aussi, il était prospère, il était un homme d'affaires, il voyageait ci et là. Bon, c'était pas donné à n'importe qui donc de s'offrir un tel luxe quoi à l'époque hein. Bon, le monsieur s'est acheté son terrain, il s'est construit une petite villa et la villa était la référence dans le quartier parce que c'était un quartier difficile de la capitale. Donc à chaque fois que les riverains ou bien les étrangers arrivaient, le lieu de repère c'était le domicile du monsieur. Mais sauf que le monsieur à tout moment lui voyageait et sa famille ne résidait pas ici au Cameroun. Il voyageait, il avait des moments où il passait à l'étranger et il revenait. Un matin, 7 mois ou 8 mois après avoir construit sa maison, il a inauguré sa maison, il a donné à boire à la population, la famille était là et tout. Bon, quelques mois après, le monsieur avait voyagé, s'est déplacé, il allait à l'étranger, il est revenu. Il a trouvé que sa maison a été défoncée. Alors, il a été défoncé, il était victime d'un coup de vol, quoi, comme on dit. Il est allé voir les propriétaires qui l'ont vendu le terrain. Par la suite, le papa du monsieur qui l'avait vendu le terrain était chef de quartier à l'époque. Donc c'était les natifs de là. Il s'est plaint auprès de l'autorité qui est le chef du quartier. Il a dit voilà, les jeunes m'ont cassé et tout. Bon, je ne sais pas. Bon, le chef, un samedi à l'époque, c'était les samedis. Généralement à cette époque-là, c'était les journées de propriété. Un samedi après la semaine qui a suivi après la journée de propriété, le chef de quartier a fait part de ça à la jeunesse et il a demandé d'être plus vigilant, de ne pas permettre aux gens de s'incurser dans les quartiers, de sensibiliser. Bref, il a fait un message de sensibilisation. Sauf que le monsieur, 4 mois après, est reparti. Il est revenu et a trouvé sa maison défoncée. Il est allé à nouveau se replaindre chez le chef et il a fait des déclarations très très graves en disant que ce sont les jeunes du quartier et il est au courant de ce qu'ils font. Bon, le chef lui il a dit bon, tu ne peux pas avoir des affirmations certaines concernant les jeunes du quartier en disant que ce sont eux et tout. Ça a tiré d'ici à là. Bon. 7 mois plus tard, il est reparti. Il y a eu un troisième coup de vol. Mais sauf que le troisième coup de vol a été marqué par la présence des hiboux dans son domicile. Donc les bourreaux sont entrés, ils ont défoncé comme d'habitude. Je tiens d'abord à rappeler par la suite qu'à chaque fois qu'ils venaient trouver ce cas de vol, il remplaçait tout ce qui a été volé. Donc il faisait cela, il repartait. La troisième fois, il est venu, il a constaté un coup de vol, mais en disant ça, que ce sont les jeunes du quartier, et effectivement c'était des jeunes du quartier entre un nombre de 4, oui, entre 18 et 22 ans.
Dans la petite anecdote qui court, bon, le monsieur s'est plaint pour la troisième fois et a annoncé des répercussions graves sur ceux qui ont eu à commettre le troisième forfait, c'est-à-dire le volet, et qui ne seraient pas responsables de ce qui allait leur arriver. 7 mois après, dans le quartier, on a enregistré un décès d'un jeune homme de 22 ans. Il est mort d'un accident, d'une maladie, je peux dire, je dirais tragique, hein, parce qu'on dit 2 mois, il a fait 2 semaines de maladie, il s'est mis à gonfler, puis il est décédé à l'hôpital. On a enterré le premier, le second a aussi fait aussi manifesté les mêmes symptômes, quoi. Donc il est tombé malade, le corps a commencé à gonfler, tout. Bref, la troisième personne a aussi eu à manifester les mêmes symptômes et tous sont partis de la même façon. La quatrième personne, c'est lui qui vient avouer le forfait, mais il se faisait dire trop tard. On est allé à l'hôpital avec lui, ce dernier, on n'a rien vu, mais le corps manifestait les symptômes, gonflait et tout. Bon, on l'a amené chez un tradipraticien. Le tradipraticien a dit, bon, lui il peut le soigner, mais à condition qu'il parle. Et il a un nombre, il a un nombre de temps de bien défini, quoi. Donc le monsieur n'a pas voulu parler. Le dernier jour où est-ce qu'il a voulu parler, la bouche s'était fermée. La bouche s'était fermée et tout. La famille a supplié le marabout de faire en sorte qu'il sache réellement quelle était la cause de ce qui le hantait. Bon, comme il ne pouvait plus parler, le marabout a dit, bon, c'est un monsieur chez qui ils sont allés voler avec sa bande et le monsieur, à chaque fois se plaignait, la troisième fois donné un ultimatum. Et quand ils sont entrés dans la maison du monsieur, ils ont trouvé les hiboux dedans qui se sont volatilisés par la suite. Déjà que vous ouvrez la porte comme un nid d'oiseau. Quand vous tapez le nid d'oiseau, les oiseaux s'envolent, sortent par l'ouverture de la corbeille du nid. C'est comme ça que ça s'est passé. Et DMG, le marabout dit que ce monsieur, sa maison, personne n'y avait accès quand il n'était pas là. Il n'avait pas de vigile, il n'avait pas de chien. Il fermait son domicile, il voyageait et sa famille ne résidait pas ici. Et quand bien sa famille résidait ici, il ne logeait pas dans ce domicile-là. Donc voilà un peu pour la petite histoire où le monsieur, tous ses enfants sont partis passer des vies à trépas. Donc comme pour dire que dans la vie, ce n'est pas dans toutes les maisons qu'on vole, ce n'est pas dans toutes les... C'est pas tout le monde qu'on braque, c'est pas tout le monde qu'on vole. Ce monsieur avait érigé son domicile à une congrégation. Donc les hiboux, les chauves-souris venaient tout le temps et tout. Bon, il y avait des réunions qui se tenaient. On voyait ça, d'autres voyaient ça un peu bizarre, hein. Et après cela, on les fait comprendre que ce monsieur est dans une congrégation sectaire et qu'il ne pourrait en aucun cas être attaqué n'importe comment parce que ses enfants sont allés trouver la mort. Et même parce qu'ils ont perturbé, à chaque fois qu'ils volaient, ils perturbaient la réunion de ces hiboux, de ces chauves-souris et consorts. Voilà. Donc, c'était pour la deuxième histoire que je m'évertue à raconter un peu à ma façon, un peu à mon niveau. D'ici à là, portez-vous bien, c'est Gérard depuis la ville de Crédit. Ciao. Merci pour l'histoire. Donc, laissez vos impressions en commentaire, s'il vous plaît. Laissez les commentaires, likez, partagez. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Bonjour DMTV, bonjour chers membres de la communauté DMTV, bonjour. Je tiens avant tout à exprimer ma profonde gratitude pour l'impact positif que vous avez sur notre monde, en particulier en Afrique noire. Vos émissions sont une source précieuse d'inspiration et d'éclaircissement, offrant une lumière d'espoir dans un monde parfois complexe et troublant. Au cours des 9 derniers mois, j'ai suivi avec assiduité les récits mythiques présentés sur votre chaîne YouTube DMTV
des histoires mystiques qui m'ont considérablement aidé à appréhender certaines réalités de la vie. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Samuel. Et bien que je sois originaire du Bénin, j'ai établi ma résidence actuelle, enfin précisément, à Bordeaux. Aujourd'hui, je suis honoré de partager avec vous mon propre récit. Je dis bien mon propre récit, une histoire personnelle qui continue de résonner en moi malgré les temps qui s'écoulent. Mon parcours a été forgé au sein d'une famille polygame où mon père a épousé 8 femmes, ma mère étant la 3e. Il est important de noter que toutes les femmes de mon père sont impliquées dans la sorcellerie, sauf ma mère. Mon père, par ailleurs, jouit d'une réputation prestigieuse en tant que féticheur de renom au sud du Bénin. Il est respecté par de nombreuses personnes, y compris des personnalités locales, internationales, dont un président militaire de transition de la sous-région qui a sollicité ses conseils spirituels avant de retourner dans son pays. Je dis bien un actuel président militaire de transition de la sous-région. Mais par respect, je préfère garder l'anonymat quant à l'identité de ce président ainsi qu'à celle de son pays d'origine. Mon parcours éducatif. Parlons maintenant de mon parcours éducatif. Mon parcours éducatif a commencé dès l'âge de 5 ans, comme tout autre enfant. Depuis lors, j'ai constamment occupé la première place dans ma commune jusqu'à atteindre la terminale, les derniers échelons avant le baccalauréat. Pour rappel, j'ai obtenu une note de 17,41 sur 20 au certificat d'études primaires CP, ce qui m'a valu une place au concours du Pitane militaire de Bemberek. Là, j'ai remporté la deuxième position parmi 30 élèves retenus, me garantissant une place dans cette prestigieuse institution du Bénin. Mon élan de réussite s'est maintenu jusqu'à la terminale où j'ai décroché un score de 17,33 sur 20 à l'examen blanc. Je dis bien l'examen blanc. L'examen blanc, c'est comme un examen essai quoi. Mon objectif était de décrocher la première place tant au niveau national que dans l'espace du mois pour l'examen national. Cependant, la veille de l'examen national du baccalauréat, à moins de 2 semaines de l'échéance, j'ai fait un cauchemar perturbant. Dans ce rêve, 5 femmes et 2 hommes me poursuivaient sans répit. J'ai couru, épuisé, jusqu'à ce qu'un homme tenant un panier me gratta et enfonce ma tête à l'intérieur. Ce cauchemar intense m'a brutalement réveillé, rompant ma quiétude intérieure, brouillant ma clarté mentale. Mon esprit semblait avoir été réinitialisé, mes souvenirs s'évaporant. Je me suis davantage, c'est tout comme si ma mémoire a été fomentée. C'est alors les responsables de notre école sollicitaient l'aide des maîtres spirituels de notre église catholique. Ensemble, nous avons prié. Il a utilisé de l'eau bénite et de l'huile sainte pour me soulager. Bien vrai, le lendemain, je me sentais quelque peu apaisé, bien que j'ai perdu ma concentration habituelle. Cette perturbation a persisté pendant l'examen, rendant les questions illisibles. Chaque ligne semblait teintée de rouge. Je m'explique. C'est comme si l'épreuve, si on me remet l'épreuve, il y a du rouge dedans. Alors que je n'avais aucun problème de vision auparavant. Est-ce que vous voyez? Malgré les prières, ma précipitation à quitter l'église pour rejoindre la salle d'examen, la compréhension m'échappait toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était lorsque la scène s'est produite, ils ont dit il faut désormais là, tu vas quitter l'église pour aller à l'école et vivre ça. Donc j'ai passé mon examen à l'église. C'est pas que, où est-ce que vous comprenez un peu? Je quitte l'église pour le centre d'examen, quoi, c'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'épreuve me transportait d'un écho de ma classe de seconde vers la terminale. C'est quoi? Je me suis davantage, c'est que le jour-là, c'est tout comme si j'ai quitté la seconde pour composer le baccalauréat série C. Pour rappel, bac série C, c'est un bac scientifique où, au Bénin, la mathématique est coefficient 6, la physique coefficient 5, les autres matières coefficient D, sauf EPS, éducation physique et sportive. Malgré cette difficulté,
Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à obtenir mon bac C avec mention bien, affichant un score de 14,09 sur 20. Cette expérience m'a conduit à devenir la cible de moquerie, d'incompréhension. Je suis devenu la risée du monde, malgré les grandes attentes placées en moi par toute l'école. Cette épreuve s'est révélée être un choc douloureux pour moi, mais selon mes détracteurs, notamment les fans de mon père, je n'aurais pas dû être admis. C'est ainsi l'année s'achève. Pendant les vacances, nous avons couru de gauche à droite, aller chez les pasteurs, les hommes spirituels, les alphas et autres, tout. Et je me suis un peu retrouvé. Et l'année prochaine, j'ai dû passer le baccalauréat en biologie, cette fois-ci série D, et être décroché la première place au niveau national avec mention très bien, cumulant un score de 18,64 sur 20. Ainsi, j'ai finalement concrétisé mon rêve d'occuper la première place à l'échelle nationale. Comme dit ce dit-on, comme l'océan finit par s'apaiser après sa tempête la plus furieuse, j'ai réussi à reprendre pied. Bernard étant parmi les meilleurs, étant le first de l'année à l'échelle nationale. Donc, on a dit il faut qu'on fasse les classes préparatoires, généralement. Donc, j'ai fait les classes préparatoires en études de mathématiques et physique. C'est une école, vraiment, c'est une école d'excellence, c'est un centre d'excellence africain. Donc, les Gabonais, les Camerounais, les Tchadiens, les Sénégalais, c'est-à-dire beaucoup d'Africains maîtrisent IMSP, l'Institut de mathématiques et sciences physiques. Donc, après mes classes préparatoires, j'ai fait 2 ans là. Après 2 ans, donc j'étais dans ma 3e année avant de quitter. Donc, après mes classes préparatoires, 3 bourses se sont présentées à moi. L'une en Normandie, en Allemagne, une autre en génie énergétique en Russie, c'est pour les énergies nucléaires et autres. Et la dernière en intelligence artificielle en France. Excusez-moi. J'ai fait le choix de cette dernière bourse, c'est-à-dire en intelligence artificielle, bien que mon rêve initial de devenir pilote d'avion ait évolué. Donc, mon objectif c'était de devenir pilote d'avion. Mais aujourd'hui, je suis consultant en intelligence artificielle. Bien vrai, les blessures profondes de cette période me tourmentent plus. Cependant, je tiens à souligner que j'ai enduré des souffrances considérables. J'ai beaucoup souffert pendant cette période. Cependant, les dessins de Dieu m'ont dirigé vers un chemin différent et je lui suis reconnaissant pour tout ce que j'ai pu apprendre. À l'instar de l'océan qui finit par se calmer après la plus violente des tempêtes, j'ai retrouvé mon équilibre. Pour digresser un peu, parmi les enfants de mon père, seul ma soeur et moi avons réussi à atteindre au moins le niveau terminal. Je dis bien au moins le niveau terminal à partir de. Voilà. Il est important de notifier que, malgré la renommée de mon père en tant que féticheur, ma mère fervente chrétienne a toujours prié avec ferveur, ce qui m'a beaucoup aidé. Tout comme les efforts spirituels de ma famille maternelle, c'est-à-dire mes oncles et autres. Aujourd'hui, ma sœur poursuit ses études doctorales en électronique en Chine. En ce qui concerne les enfants des autres époux de mon père, l'avenir est incertain, hypothéqué. D'autant plus que 3 d'entre eux ont été arrêtés lors de l'opération zéro cybercriminel au Bénin, initiée par le président Talon et son gouvernement. Je suis fier de dire aujourd'hui, ma mère ressent une fierté légitime envers ma sœur et moi, car ces efforts ont porté leurs fruits. En conclusion,